Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous annuel Parole de patron organisé par la Lettre M en partenariat avec le cabinet Deloitte. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous sur lequel nous avons décidé, à l'aube de cette nouvelle année qui se présente, d'évoquer les grands enjeux, les grands défis que vont rencontrer les entreprises, pour une part qu'elles ont déjà rencontrés. Et nous aborderons donc aujourd'hui 4 thèmes. Bien sûr, celui de l'augmentation des coûts, celui de la transformation écologique, de la transformation des ressources humaines aussi, et nous parlerons intelligence artificielle pour finir, bien sûr, ce rendez-vous avec les 5 dirigeants. Bonjour à tous qui sont avec nous aujourd'hui et que je vais vous présenter. Nous allons commencer par vous, Agathe Boisdin. Vous êtes donc diplômée de Master en Finance internationale à l'ESCLA. On voit SLSK, on va y arriver, experte en management et dans le domaine du retail et de la logistique. Vous avez travaillé pendant très longtemps pour le groupe Orchestra Prémaman à différents niveaux. Vous avez assuré la direction générale d'ailleurs. Vous avez aussi lancé une filiale de Prémaman aux États-Unis. Et puis, un peu plus tard, de retour en France, vous êtes devenue directrice générale de LOGS, un groupe international de prestations logistiques, avant en 2020 de racheter et reprendre cette enseigne Pacific Pêche, dont vous êtes aujourd'hui la dirigeante et principale actionnaire. Et vous allez nous raconter un petit peu justement tout ce qui s'est passé, en particulier sur l'augmentation des coûts et comment vous avez fait face. Fabienne Amadori, bonjour. Vous êtes donc ingénieure diplômée de Polytech Montpellier. Vous choisissez directement la voie de l'entrepreneuriat après vos études. Vous êtes co-dirigeante du groupe de services numériques ISIA, un groupe qui met en avant la digitalisation responsable avec des solutions sur mesure et co-construit. Et puis en 2019, vous avez aussi cofondé, on en parlera à la fin, Calia Santé, dans le but de démocratiser l'accès à des informations fiables et avec l'intelligence artificielle. On l'évoquera en fin de rendez-vous. Clément Matteux, vous êtes un Montpelliérain, pur jus, autodidacte, passionné de sport automobile. Et puis en 2002, vous intégrez l'entreprise Exis, qui avait été créée par votre père, qui est spécialisée dans la fabrication de films PVC, PU, latex haut de gamme. D'abord en tant que formateur, puis vous gravissez toutes les étapes. Et puis en 2009, vous créez la marque Exis Energy, qui commercialise aussi une gamme de boissons énergétiques. Vous êtes enfin, en 2015, nommé directeur commercial du groupe et directeur général en 2017, aux côtés de votre sœur, présidente en charge du pôle industrie. Emmanuel Riu, bonjour. Vous avez fait des études, un doctorat en mathématiques appliquées, avec un master en management des entreprises aussi à Montpellier. Vous avez intégré le groupe d'INEF en 2001. En tant que, donc au départ, vous avez gravi un peu toutes les portes, vous aussi plusieurs étapes. D'abord stagiaire au sein du service financier, différents postes opérationnels entre la France et l'Espagne. Et puis en 2008, vous prenez la direction générale de ce spécialiste de la distribution des produits pétroliers, mais pas que. Et on va le voir. François Potier, bonjour. Vous êtes titulaire, vous, d'un master en management et d'un diplôme de finance d'HEC. Vous avez débuté votre parcours professionnel en tant que consultant au sein du cabinet EI. Et en 1997, vous êtes nommé directeur général adjoint du groupe Berger-Levrault. Vous avez ensuite, à partir de 2018, rejoint le groupe montpelliérain Comeca, toujours en qualité de directeur général adjoint. Et en 2011, vous intégrez Exaprint, d'abord en tant que directeur général, puis directeur exécutif depuis 2017. Voilà. Et je vais terminer par vous, Stéphanie Norev. Vous êtes donc avocate spécialisée en droit social, forte d'une expérience de 24 ans. Vous avez rejoint Deloitte, la société d'avocats, pour superviser justement cette activité de droit social du bureau de Montpellier sur des sujets très concrets d'accompagnement des entreprises, sur des sujets aussi bien des sujets nationaux qu'internationaux, et surtout sur le conseil. On va peut-être commencer avec vous. Vous êtes partenaire de ce rendez-vous annuel Parole de patron.
Deloitte développe de plus en plus sa présence en région. Cette agence Montpellier-Rennes en est la preuve. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur cette agence et sur ce que vous y faites ? Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation et puis de nous avoir associés une nouvelle fois à ce partenariat. Donc sur Deloitte Montpellier, nous sommes environ 32 collaborateurs avec des compétences transverses, aussi bien des compétences en audit, en certification donc des comptes, mais également certification IT. Et nous avons une activité d'avocat avec une vingtaine de personnes où nous intervenons aux côtés des entreprises en conseil sur la partie du droit fiscal, droit social, droit des sociétés. C'est vrai que Deloitte a une vraie volonté aujourd'hui de s'implanter en région, d'être près de nos clients, d'être au cœur de l'écosystème. Et c'est la raison pour laquelle nous accompagnons aujourd'hui tout type d'entreprise dans tout secteur d'activité, puisqu'on va accompagner aussi bien des PME que des ETI, familiales, internationales, cotées, non cotées, mais aussi des collectivités locales et bien sûr des startups. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes partenaire de cet événement sur les enjeux des entreprises à travers ces 4 thématiques. On est en plein cœur du sujet pour vous. Ah bah oui, puisqu'en fait, on œuvre au quotidien sur les transformations pour accompagner les dirigeants, que ce soit les transformations RH, dont on va parler, mais aussi toutes les transformations IT, toute la problématique de la sécurisation et de la gestion des risques, avec notamment le risque cyber, qui aujourd'hui est un risque quand même majeur dans la plupart des entreprises. De grosses équipes également sur la partie environnement, accompagnement sur toute la politique de développement durable. Et puis aussi des équipes sur la partie financière et accompagnement des investissements, des structurations en fait, financières des entreprises. Alors on va rentrer dans notre thème du jour ensemble, bien sûr, les transformations subies en 2023 auxquelles vous avez été tous confrontés et celles qui vont arriver aussi pour 2024. On va commencer à parler, si vous le voulez bien, de l'augmentation des coûts. Vaste sujet dont on a beaucoup parlé en 2023. On va essayer de rassembler un petit peu ces informations. Agathe Boisdin, je vais commencer avec vous. Alors je rappelle, Pacific Pêche, c'est le spécialiste de la pêche depuis plus de 30 ans, une enseigne donc, qui est d'abord apparue en 95 avec l'ouverture d'un grand magasin de pêche et de loisirs. Et puis c'est aujourd'hui plus de 40 magasins, un site web. Et vous êtes le premier distributeur spécialisé pêche en France. Comment s'est traduit pour vous cette augmentation des coûts sur une entreprise de retail ? À tout niveau de l'entreprise. Donc déjà dans nos achats, puisque on a subi des augmentations de nos fournisseurs, qu'ils soient grand import Chine ou Europe, de l'ordre de 10 à 15%. Donc c'est très significatif. Donc vous devez remettre une partie de cette augmentation sur vos clients parce que c'est pas viable autrement. Et en revanche, après, on n'a pas remis l'intégralité. On a remis entre 8 et 10%. On a eu aussi à faire face aux augmentations de loyers parce que même si tous nos magasins sont construits depuis bien longtemps, les loyers sont indexés sur des indices qui sont liés à l'inflation. Les masses salariales, puisque une grande partie de nos équipes de vente sont sur des salaires du SMIC, donc impactés par la hausse du SMIC. Donc tout ça oblige à faire mieux encore notre travail, à être meilleur auprès de nos clients, à être meilleur dans notre communication, être plus efficace, plus organisé. Ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente, mais pas forcément la rentabilité. Exactement, oui. On a une progression de chiffre d'affaires, alors supérieure à l'inflation, mais la rentabilité, elle est contrainte parce que vous avez ces augmentations de coûts. Donc quand vous êtes dans une entreprise en redressement, comme la nôtre, enfin en relance, on va dire, puisqu'on n'est pas en redressement, on est en relance. Quand vous rachetez une boîte, les actifs au tribunal de commerce, il y a un enjeu de relance de l'entreprise. Forcément, une année d'inflation comme ça, elle est challenging. Ouais. On se projette sur 2024. Vous allez tenter de recréer vos marges. Donc il va falloir leur faire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors le point positif, c'est qu'on a vu en tout cas cet été qu'on est parti pour la session d'achat en Asie, des baisses de coûts d'achat. Clairement, on a pu renégocier nos prix d'achat. On a des conditions d'import du fait du fret qui sont plus du tout celles du Covid, et une condition de dollar qui est plutôt favorable. Donc on sait qu'on a une condition favorable sur nos achats, donc ça c'est bien.
On va en redistribuer un peu à nos clients, mais on aura aussi, notre priorité, ça sera de reconstituer nos marges, parce qu'on peut avoir un 2023 en pause sur la rentabilité. Ça peut pas être sur le long terme. Il faut continuer à améliorer notre rentabilité. Ça veut dire qu'on met un peu la pédale douce sur les recrutements, qu'on renégocie les loyers, on essaie de prendre un petit peu partout. Bien sûr, oui. Là, on est en phase de renégociation des loyers. Alors, c'est pas toujours évident, c'est avec les propriétaires, mais oui. On regarde aussi notre organisation du travail, comment dans les magasins ou au siège on peut être plus efficace. Ça ne veut pas dire réduire la masse salariale, ça veut dire être plus productif, voire même valoriser les talents, mais être plus productif. Alors, on en reparlera lors de la transformation RH. François Potier, vous êtes à la tête d'Exaprint. Exaprint, c'est une société qui est implantée depuis 1998 à Montpellier, leader français sur le marché du web to print, avec un catalogue de plus de 35 000 produits et 700 000 références, porté par le Made in France. Vous imprimez 80% de vos supports à Montpellier, dans l'usine de production de Montpellier, mais votre rayonnement s'étend bien sûr à toute l'Europe, avec des ateliers aussi en Espagne et en Italie. Puis donc, vous fêtez vos 25 ans et 400 salariés aujourd'hui. Vous avez-vous aussi subi cette augmentation des coûts, en particulier des coûts de l'énergie? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, alors on a effectivement subi l'augmentation des coûts de l'énergie qui viennent après l'augmentation des coûts du papier, puisque en fait cette histoire d'augmentation des coûts, elle débute finalement avec la pandémie, et ensuite les chocs qu'on a connus sur la logistique. On en parlait avec Agathe avant l'émission. Nous, le papier, c'est à peu près 1/5 de nos coûts. La pâte à papier, elle a doublé en l'espace de 6 mois au cours de l'année 2021. Donc il a fallu effectivement travailler là-dessus, et l'énergie, avec le phénomène de la guerre en Ukraine, est venu se surajouter. Alors en effet, deux axes pour je dirais réagir par rapport à une situation comme celle-ci. Le premier, c'est d'abord la répercussion d'une partie des coûts aux clients, et je crois que ça a été fait assez massivement. On voit les répercussions maintenant sur l'inflation, donc ça commence à poser une question sur la demande, mais ça sera un autre sujet probablement sur 2024. Et puis sur l'énergie, l'autre manière de travailler, c'est évidemment sur la consommation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, puisque notre site de Mogyo a été un pionnier en termes de soutenabilité et en particulier de travail sur la capacité à produire nous-mêmes une partie de notre énergie. On a 2000 m² de panneaux solaires qui sont installés. On va y revenir sur la transformation écologique, mais c'est vrai que ça se touche finalement, parce que ça oblige à se poser des questions, cette augmentation des coûts, et à essayer de voir comment on peut, sur l'énergie en tout cas, faire des économies. Et on peut aussi faire des économies, ça c'est plus nouveau, plus récent chez nous, à travers la surveillance de nos coûts. Donc on a mis en place un système avec Calisteo de mesure de notre consommation d'énergie. Et puis ensuite, on a aujourd'hui aussi des outils extrêmement pointus qui permettent de calibrer au plus juste la consommation de nos équipements. Et avec ça, on a été capable l'année dernière de faire de l'ordre de 15% d'économie globalement sur nos coûts. En maîtrisant, en calculant et en ayant une action précise sur la consommation de chaque de façon la plus fine possible. Absolument. Clément Matteux, alors là aussi je vais présenter Exis, qui est les leaders français de support pour le marquage et l'impression numérique, spécialisé dans les films PVC, PU et latex, créé en 89. Vous possédez 2 sites de production, l'un à son siège à Frontignan, le deuxième à Agetmo. Agetmo, pardon. Merci. Votre domaine d'application, c'est l'affichage urbain, la décoration de locaux et d'objets. Ce sont aussi le marquage des véhicules. J'en passe et plus. Et puis, vous avez la moitié de votre production dans le monde entier par la base de filiales et de vos distributeurs, je crois une dizaine de filiales. Vous, cette augmentation des coûts de l'énergie, elle a été de quel ordre ? D'une ordre assez importante, parce qu'il y a eu l'augmentation des coûts, mais il y a aussi une pénurie de certaines matières, donc des reformulations qui ont dû amener à des doubles sourcing. Et du coup, ces doubles sourcing
amène à des coûts qui n'étaient pas aussi prévus. Donc oui, l'énergie, oui, les matières premières, pénurie aussi de certains produits chimiques. Donc du coup, on constate sur une année 2022 une augmentation par rapport à des achats ISO d'une année normale, à une augmentation d'à peu près 5 millions d'euros. Oui. Donc forcément c'est assez important et comme ça a été indiqué, ça doit être reporté chez le client parce que c'est une obligation afin d'avoir une... C'est une augmentation, quand on dit reporter sur le client, c'est une augmentation des prix. Qui représente de quel une ordre? augmentation des tarifs. C'est la première fois chez Axis qu'on arrive à un pourcentage entre 6 et 9% sur les tarifs de nos clients, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Donc une fois de plus, ça a été difficile chez nos clients, ça a été compris parce que tout le monde a ses problématiques à tout niveau. Et on espère des jours meilleurs dès 2024. Oui, alors justement sur 2024, comment ça se présente pour vous en termes de report des prix, en termes de stock peut-être aussi? Est-ce que vous avez pu reconstituer des stocks? En plus des matières premières, nos contrats énergétiques étaient maîtrisés et contrôlés jusqu'à la fin de cette année. Et bien sûr, ils ont été revus et à la hausse. Et là encore, on était sur une consommation qui représentait à peu près 1 million, 1,2 million, 1,4 million d'euros. Et l'année prochaine va doubler. Donc forcément, on commence à ressentir sur les matières premières certaines baisses moins importantes que les hausses que l'on a connues. Pour vous dire, nos acheteurs à l'époque de la reprise économique étaient vraiment à bout parce que leur rôle, ils ressentaient plus leur déficience dans leur rôle d'acheteur, dans la non-maîtrise de ces prix qui s'envolaient. Et donc on commence à ressentir dans la négociation certaines baisses dues à la demande bien sûr qui baisse et qui va pouvoir aplanir cette nouvelle augmentation des énergies dans nos contrats commerciaux qui représentent quand même 1% à peu près de coûts supplémentaires l'année prochaine par rapport à notre chiffre d'affaires. Alors on le voit, ces questions d'énergie, d'augmentation des coûts, mais en découlent ces augmentations surtout de l'énergie, sont en lien direct finalement avec le thème de la transition écologique, avec l'arrivée aussi de la directive CSRD qui va impacter tout le monde, qui a été initiée par la Commission européenne pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les entreprises de plus de 250 salariés et plus, donc ont tenu à partir déjà depuis janvier, mais plus encore, de mesurer leur impact pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On en reparlera d'ailleurs dans les transformations RH. Mais ça nécessite, concernant la transformation écologique, de ne plus seulement mesurer son empreinte, mais également de justifier des actions qu'on a mises en place et qu'on a menées pour améliorer donc de façon plus ambitieuse l'impact et le bilan carbone. Ça va concerner beaucoup d'entreprises là, donc dans les années à venir. Je voudrais qu'on vienne justement, peut-être avec vous, Emmanuel Rioux. Vous êtes un acteur reconnu sur le marché de l'énergie. d'INEF, c'est une expertise forte de plus de 60 ans dans la distribution d'énergie. Une activité historique sur le carburant et le combustible. Alors comment vous vous positionnez, vous avez pris le virage finalement de cette transition écologique? Alors, d'abord pour nous, cette transition elle a commencé il y a plusieurs années, puisque c'est quand même au cœur de nos activités. Plusieurs actions qui ont été menées, et pour commencer la réalisation d'un bilan carbone de nos activités. L'idée étant d'identifier les poches finalement d'émissions de CO2 pour nous, pour bien flécher les bonnes actions à mener. Et donc concrètement, ça s'est rapidement traduit par plusieurs axes de travail. Le premier, ça a été la gestion de nos déchets, puisqu'à travers un réseau de stations-service que nous exploitons sur l'autoroute et une vingtaine de restaurants qui sont dans ces stations, ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on génère des quantités de déchets extrêmement importantes.
Et donc l'idée pour nous, c'était d'arriver à faire collecter ces déchets et les faire recycler. On s'est quand même vite aperçu que ces filières n'étaient pas forcément très, très bien organisées. Donc vous avez des filières de collecte et des filières de recyclage, mais des fois tout ne s'enclenche pas comme on pourrait l'imaginer. Donc on s'est engagé à suivre nos déchets jusqu'au bout du bout pour aller vérifier que la transformation qui nous était promise d'un déchet alimentaire ou d'emballage en énergie était bien effective pour nous. On a aussi la gestion des déchets de nos opérations de construction et de déconstruction, parce qu'il faut savoir que je suis toujours sur l'autoroute, mais quand on prend une station sur l'autoroute, il faut déconstruire un bâtiment pour en construire un autre. C'est souvent le cahier des charges qui nous est demandé. Et donc là, on a aussi, donc on est titulaire d'un label HQE qui nous engage à réutiliser les matériaux de déconstruction. Donc aujourd'hui, on détruit un bâtiment, mais 80 à 90% des matériaux sont réemployés dans la VRD, dans l'aménagement de l'air souvent. On fait aussi du réemploi. Le mobilier qu'il y a dans la station, on essaie de rediriger ça vers le milieu associatif pour ne pas perdre tous ces éléments. Voilà, tout ça pour essayer de travailler intelligemment nos déchets. Et après, on a aussi, bien évidemment, un gros travail qui est fait chez nous sur l'énergie. Alors, je parle toujours pour DINEF. Oui. Donc, l'énergie, c'est d'abord mieux la consommer avec des équipements chez nous. Monsieur en parlait en termes d'autoconsommation. Donc, nombreuses de nos stations sont équipées d'ombrières photovoltaïques. Ça nous permet de subvenir à peu près 30 à 40% de consommation des stations qui sont produits directement sur place. C'est aussi l'utilisation de carburants un peu plus, enfin, pas un peu plus, mais beaucoup plus respectueux de l'environnement pour nos flottes de transport. Donc on va parler de diesel de synthèse, de carburants biosourcés, des biocarburants. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus loin. Voilà, et puis aussi au niveau du siège social et des installations, c'est des petits détails, mais qui font qu'on essaie d'amener nos salariés à être aussi impliqués au quotidien. C'est l'utilisation de gourdes et pas de gobelets en plastique. C'est aussi une démarche zéro papier qu'on a engagée il y a quelques années. Et on est passé... alors là, il suffit en fait d'enlever les imprimantes de tous les bureaux et d'en mettre une seule à l'étage. Donc vous avez 10 mètres à faire déjà pour aller récupérer votre papier. Donc on est passé de 2 millions de copies à 80 000 par an. Hein. C'est-à-dire qu'on a divisé par 20 le nombre de copies qu'on a imprimées. Donc ça aussi, c'est... Alors, il y a un petit aspect économique, mais il y a aussi un aspect écologique. Vous avez aussi développé de l'accompagnement auprès des particuliers et des entreprises, justement, pour les accompagner dans cette transition. Oui, alors ça c'est en fait notre rôle, c'est notre métier premier aujourd'hui. C'est par notre activité que nous proposons à nos clients, effectivement, à leur tour de réduire leur empreinte carbone. Donc c'est pour nous la mise à disposition de biocarburants, je vous en ai parlé, donc de carburants de synthèse pour les entreprises de transport notamment. On a ouvert la première station de distribution d'hydrogène sur autoroute en France. Alors bon, on n'a pas regardé la rentabilité de projet parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'acteurs qui ont des camions qui roulent à l'hydrogène, mais il fallait bien commencer par là. Donc on donne la possibilité à certains acteurs de venir se ravitailler chez nous en hydrogène. Nous avons également des filiales et des filiales qui sont actives dans l'énergie habitat et donc là qui proposent aux particuliers, aux petits professionnels, l'installation de panneaux photovoltaïques pour assurer leur consommation locale. Voilà, et enfin, peut-être pour pas être trop long, mais on est très fiers d'avoir depuis plusieurs mois maintenant une activité de réseau de chaleur, puisqu'on propose, notamment c'est une activité qu'on a développée dans le centre de la France, où on a 4 réseaux de chaleur en milieu rural. Donc on installe une chaudière collective à l'entrée d'un village qu'on va alimenter en plaquettes forestières. Donc c'est souvent un circuit court et ça permet aux habitants et à l'école et à la mairie d'être chauffés de façon collective avec une énergie proche et respectueuse de l'environnement. Voilà. Alors, tout un panel pour nos clients. Merci. Autre secteur, Fabienne Amadori, c'est celui qu'on
représente ISIA, créée en 1996. C'est une entreprise de services numériques qui opère sur le territoire français, qui est spécialisée dans l'accompagnement des structures et des équipes de toute taille d'ailleurs, pour structurer et mettre en œuvre une démarche numérique et de plus en plus donc la démarche numérique responsable. Donc c'est vrai que vous êtes au cœur du sujet et la transition écologique adaptée au numérique, ça s'appelle un numérique responsable ou la sobriété numérique. On ne se rend pas compte de l'impact qu'a le numérique sur l'environnement. Alors tout à fait, le numérique, malgré, on va dire, tout un vocable autour qui parle de dématérialisation, de cloud, on est dans un univers très dématérialisé. Et pour autant, il y a un aspect très matériel derrière, que ce soit de l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication, tout le cycle de vie et le recyclage qui est un vrai sujet. Et puis aussi la question des usages. Pourquoi on utilise le numérique, à quoi on le destine. Et aujourd'hui, il y a de véritables leviers pour venir limiter les externalités de l'utilisation du numérique. Alors, je vais revenir en interne parce que le fait d'être une société du secteur du numérique, votre premier grand défi, c'était, au regard de la transition écologique, c'était de vous interroger vous-même sur l'impact que vous aviez. Exactement. En fait, notre démarche, elle a pris ses sources en observant déjà comment nous, on pouvait mieux faire notre métier, re-questionner notre propre usage du numérique. Et cela s'est fait en redéfinissant notamment le cap poursuivi par l'entreprise. Quelle était la grande vision qui nous a mis dans une direction assez forte, puisque on a associé l'ensemble des collaborateurs, le plus grand nombre de parties prenantes, et on a affirmé, à un moment donné, ça remonte à 2017, qu'on souhaitait mettre l'intelligence collective, qui est une compétence qu'on a fortement développée depuis maintenant plus de 10 ans, et le numérique, qui est notre cœur de métier, au service d'une société plus responsable. Et en fait, le début de l'histoire, il a commencé là, de cette démarche sincère et volontaire, où on s'est appuyé sur une démarche de labellisation. On a été la première société labellisée numérique responsable, en mettant, on va dire, en prenant un certain nombre d'engagements nous permettant d'améliorer notre démarche autour de ce sujet. Alors justement, un numérique plus vert, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va questionner ces fameuses externalités dès le départ. On va se poser la question de la façon dont on achète, dont on recycle, dont on peut allonger la durée de vie de notre matériel. Ça, c'est pour l'aspect matériel interne. Et puis, si on revient à notre cœur de métier aussi historique et l'ingénierie, là, on va venir parler d'éco-socio-conception. C'est dans la façon de concevoir les outils numériques qu'on va se poser un certain nombre de questions allant de l'impact environnemental, mais aussi des aspects plus sociétaux comme l'inclusion. On sait qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas accessible facilement à tout le monde. Or, c'est un moyen de plus en plus commun. On utilise le numérique pour, on va dire, payer nos impôts. Et il y a des personnes qui sont vraiment laissées à l'écart et pour lesquelles c'est très, très compliqué de mener des actions du quotidien avec ces outils-là. Et on parle de fracture numérique. Donc là aussi, c'est en questionnant la façon dont on va développer des fonctionnalités qu'on va pouvoir venir limiter ces impacts-là. Le numérique, il est partout aujourd'hui, mais on sait aussi qu'à chaque fois qu'on télécharge, qu'on fait du streaming, on participe à une pollution. Est-ce que c'est envisageable de se dire qu'on va limiter son usage du numérique ? Alors ça va être important parce que la question des ressources vont nous rattraper là aussi. C'est que les matières premières, on le sait, pour certaines, peuvent être concernées par de la pénurie. Donc aujourd'hui, il va être important de considérer le numérique comme une ressource plus rare et de venir l'utiliser pour une finalité qui aura été bien réfléchie et qui fait la différence. Ça ne veut pas dire le no-tech concrètement, mais se poser la question, voire de la low-tech, c'est-à-dire l'usage de la technologie de façon adaptée. Donc certaines fois, il faut quelque chose de très pointu technologiquement, parce que c'est important pour le défi d'une société. Nous, on travaille au service d'autres organisations. Dans d'autres cas, on peut s'en passer. Et dans ce cas-là, nous, on va, quelque part, inviter à se passer des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées statistiquement dans beaucoup de logiciels. Enfin, je pense sur la table, beaucoup de personnes utilisent Word, par exemple, et j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage de fonctionnalités utilisées. Donc voilà, c'est venir re-questionner tout ça. Et donc, ça a un impact aussi,
économique au final pour nos Et clients. je précise que vous vous êtes engagé pour devenir société à mission. Tout à fait. C'est aussi une démarche qu'on a engagée pour venir soutenir cette transformation. Cette transformation, c'est vraiment quelque chose qui est au long cours, qui s'inscrit sur plusieurs années. Et au travers de ce dispositif de société à mission, on vient re-questionner ce coup-ci l'impact. On revient revisiter le business model pour pouvoir être toujours adapté aux défis des organisations qu'on accompagne à leurs enjeux. Alors on va rechanger de sujet pour se rapprocher d'Exis, pardon. Comment est-ce qu'on peut participer à la transition écologique en faisant du PVC? Vaste question. Oui, tout à fait. Non, mais nous, ça a été la politique RSE, ça a été un axe stratégique dès 2018. Donc, parce que justement, le green bashing contre le PVC, on est un producteur de solutions adhésives avec des matières premières PVC. Et donc, il a fallu qu'on mène voilà, un travail de fond et un constat, un audit de notre stade environnemental. Ouais. Et donc, on a fait appel à une société qui s'appelle Greenflex, avec qui on a appris cette démarche RSE. Donc, pareil, c'est pour nous, c'est un investissement, c'est de l'innovation, c'est notre service qualité qui mène ce projet depuis le départ. Aujourd'hui, le budget de ce service a doublé pour prendre en compte justement ces défis, et donc on a voulu et on souhaite mettre une stratégie en place, une vraie politique RSE. Du coup, vous vous êtes surtout orienté sur la fin de vie de vos produits. Donc on a fait le constat ouais. déjà par plusieurs axes et on a défini donc des actions. Et l'action principale, donc on a fait une étude carbone, Scope 3, donc, qui prend en compte les achats, le fret, la conception et ensuite la fin de vie des produits, en effet. Et donc, grâce à la crise que l'on a vécue, le recyclage de nos matières n'était pas encore prépondérante, c'est ce qui a été le cas dès 2020, c'est-à-dire qu'on peut maintenant recycler des PVC adhésivés, on peut recycler des liners craft, mais aussi des liners avec dessus une couche PE. Et ils sont réutilisés. Donc vous les récupérez, ces déchets. Donc on récupère, maintenant clients. on a à peu près 80 clients, alors ça a été lancé cette année, donc c'est assez innovant. Dans notre métier industrie, on a 80 clients qui ont pris part à cette démarche, avec qui on a des liens. Et donc, on s'occupe de la collecte de ces PVC et de ces liners craft. Et donc, ils sont recyclés. Donc, le liner PE ou liner craft est recyclé pour faire des isolants thermiques dans le bâtiment. Et le PVC, lui, pour de la tuyauterie... en fait du caoutchouc d'irrigation non potable. Voilà, donc on est assez fiers, c'est assez innovant parce qu'il faut savoir que la fin de vie du produit en termes de consommation dans l'impact carbone est assez élevée. Et donc on veut pousser ça, on veut doubler dès l'année prochaine en France ces liens avec nos clients et le développer dans nos filiales aussi européennes assez rapidement. Exaprint, même combat pour l'intérêt porté à la gestion des déchets. Oui, absolument. Nous aussi, on subit du paper bashing. Et c'est intéressant parce qu'on compare souvent le coût du papier en termes environnementaux par rapport aux solutions numériques et digitales. Et on sait que aujourd'hui, beaucoup d'études montrent que finalement, le numérique a un coût environnemental, vous l'évoquiez, qui est très important. Un chiffre qui m'a frappé récemment, à l'horizon 2030, la consommation, la production de carbone du numérique sera l'équivalent de la production de carbone de l'ensemble du parc automobile mondial. Donc pour situer, avec évidemment une accélération qui sera liée à l'IA, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc nous, en effet, on a travaillé là aussi sur ce qu'on maîtrise, et ce qu'on maîtrise, c'est nos déchets. Et on est assez content en fait, parce qu'on a pu montrer qu'on peut avoir des actions qui sont positives en matière d'environnement, tout en ayant un impact positif aussi sur le compte d'exploitation de l'entreprise, puisque
on a mis en place un partenariat avec la société Paprec qui nous a permis en fait de recycler nos déchets à la base, en fait. Donc d'éviter à Paprec d'avoir à les recycler et donc de revendre nos déchets plus cher que ce qu'on revendait avant, ce qui fait qu'au final, on est à la fois plus efficace pour recycler et on valorise mieux nos déchets. Alors après la transformation écologique, la transformation RH, bien sûr, parce que les ressources humaines jonglent entre des objectifs commerciaux, les nouvelles attentes des collaborateurs, s'adapter aux nouveaux comportements, aux besoins des candidats et des collaborateurs, bien sûr, mais aussi améliorer une fidélisation des collaborateurs, renforcer la marque employeur, la compétitivité de l'entreprise, la gouvernance, beaucoup de sujets, de nombreux sujets, une déclinaison qui est parfois difficile en interne, difficile de tout mener aussi. On va voir avec chacun d'entre vous comment challenger par vos employés, mais aussi par les candidats qu'il faut, les talents qu'il faut recruter. Vous aviez mis en place des choses très différentes. On va commencer avec vous, Agathe Boisdin. Dans le retail, alors déjà, c'est vrai que quand on parle de transformation des ressources humaines, on a tendance à parler beaucoup des nouveaux modes d'organisation du travail. Il n'y a pas que ça, on oublie souvent tout le reste, parce que vous, nouveaux modes d'organisation du travail ou télétravail, ça ne vous concerne pas vraiment. Quand vous avez 80% de vos équipes qui travaillent au magasin et qui sont là pour accueillir des clients, non, elles ne peuvent pas accueillir des clients en télétravail. Donc effectivement, oui, c'est un enjeu parce que et vous ne pouvez pas non plus avoir un siège qui a aussi des demandes de télétravail, mais avoir 80% de vos équipes qui, elles, doivent être présentes le samedi inclus. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres leviers que vous avez mis en place. Il y a d'autres leviers. Enfin, aujourd'hui, au siège, il y a un jour de télétravail, mais il n'y aura pas plus parce que sinon, vous créez trop de distorsions entre des équipes qui sont sur le terrain, et ça vaut pour la logistique, ça vaut pour plein de métiers où ils doivent être là physiquement. Donc on parlait de fracture du numérique. Voilà, le retail, pour moi, c'est une activité où en plus on peut accueillir des personnes, où il y a de l'ascension sociale, de la promotion. Vous pouvez commencer vendeur et puis finir directeur commercial. Et c'est vrai alors je ne suis pas contre les nouvelles techno et c'est très bien, il en faut, mais il faut aussi des perspectives d'évolution de carrière pour tout le monde et pour tous les candidats, pour toutes les compétences. Et je suis très attachée au retail parce que je pense que ça reste un des domaines où il y a encore beaucoup de possibilités de promotion. Donc vous avez misé là-dessus. Vous avez aussi, parce que quand vous avez repris la société, vous avez remis à plat la grille des salaires. Donc vous avez eu aussi une action, on va dire, de transparence là-dessus, et puis de politique salariale assez volontaire. Quand vous reprenez une entreprise qui était en redressement judiciaire, il y a eu forcément beaucoup de périodes difficiles pour les équipes. Donc il fallait leur redonner une vision, c'est ce qu'on a fait. Et puis aussi, ça passe par les salaires. On a remis en place une grille connue de tous avec des niveaux, du variable sur la performance. Moi, je leur ai toujours dit que je ne pouvais pas distribuer de l'argent qu'on n'avait pas gagné. En revanche, si on en gagnait de l'argent, on en distribuera. C'est pour ça qu'il y a eu ces variables qui ont été mises en place. Dès le début, il y a eu un accord d'intéressement qui a été mis en place, un compte épargne-temps aussi pour les congés. Donc voilà, d'essayer de les inclure dans ce projet de relance de l'entreprise et de leur donner confiance sur le fait qu'ils participeront au résultat. Je disais, sur l'organisation du temps de travail, pas possible sur du télétravail. Par contre, vous avez mis des choses en place par rapport à la saisonnalité de votre activité. Oui, la pêche, c'est très saisonnier. Donc les grosses périodes, c'est l'été, enfin d'avril jusqu'à fin août. Donc on a mis en place de la flexibilité avec des périodes hautes et des périodes basses. Donc l'hiver, ils ont 3 jours de congé, quand l'été, ils travaillent sur une base horaire de 40 heures. Voilà, donc ça permet à l'entreprise d'avoir cette performance et aussi aux salariés, l'hiver, ils sont contents d'avoir les 3 jours et puis de plus travailler quand les clients sont là. Alors de votre côté, on va le voir, là c'est pareil, difficulté de recrutement, difficulté aussi de s'attacher, de conserver les salariés, comme dans beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Je crois que vous avez misé sur l'intégration, sur une forte politique d'intégration. Oui, alors, on
on constate les mêmes problématiques sur le retail, mais si on se concentre un peu sur les services centraux de bureaux, l'idée c'était d'essayer de fidéliser nos collaborateurs. On sait que à peu près 20 à 25% des démissions ont lieu dans les premières semaines qui suivent en tout cas l'intégration. Donc chez nous, on va apporter une attention particulière à vos premiers pas déjà dans l'entreprise, après les autres aussi. Hein. Mais en tout cas, le jour où vous arrivez, votre bureau vous attend, vous avez tout votre matériel, vos collègues savent qui vous êtes et pourquoi vous arrivez. On va organiser un déjeuner avec eux. D'ailleurs, la première semaine, ils vont vous amener au restaurant, à la cafétéria, ils vont vous faire visiter un petit peu l'environnement. Donc, une attention particulière à votre arrivée. On vous donne également un plan d'intégration qui va vous permettre de rencontrer l'ensemble des services de l'entreprise et d'avoir une présentation la plus exhaustive possible de nos activités avec des visites terrain aussi qui sont prévues pour vous intégrer au mieux sur les premiers jours en tout cas. Quand on a 850 salariés avec des générations très différentes et donc des rapports au travail très différents, c'est difficile de mettre en place des plans de carrière, des aménagements de temps de travail, etc. Oui, alors là, effectivement, il y a des attentes un petit peu différentes en fonction des générations. Et il n'y a pas que la dernière génération qui est la plus difficile à écouter, en tout cas auquel il faut répondre aux envies. Donc il y a toutes ces générations effectivement qui aujourd'hui avancent de nouvelles demandes. Il faut qu'on soit en capacité d'accepter une année de césure, enfin une année d'absence d'un candidat en lui promettant en retour qu'il ait toujours son poste. Donc il faut que l'entreprise ait la capacité d'absorber ces absences et d'avoir cette flexibilité-là. Donc ça veut dire que chez nous, on attache une importance haute à la formation de nos salariés. Ça, je crois que former des salariés et les rendre plus employables, c'est pas pour ça qu'ils vont vous quitter. Au contraire, je pense qu'ils sont quelque part un peu plus attachés à l'entreprise qui les forme et qui donne du sens à leur travail. Et puis on a aujourd'hui la possibilité, grâce à nos derniers développements, de pouvoir proposer à nos salariés de meilleures, on va dire, perspectives de carrière, ce qui était moins le cas il y a encore quelques années, puisque le nombre d'activités aujourd'hui que nous manageons, avec une partie retail notamment, permettent à nos salariés d'imaginer des mouvements, pas tout le temps vers le haut, mais aussi transverses pour connaître de nouveaux métiers, de nouvelles activités. Voilà, donc on est dans l'accompagnement. François Potier, vous avez déjà, dès 2021, tenté de réagir par rapport à la transformation du rapport au travail et aux enjeux liés à la pénurie de profits. Quel constat vous êtes fait et quelles décisions vous avez prises ? Oui, alors nous, effectivement, on s'est retrouvés en 2021, en effet, avec à la fois un plan d'investissement très important pour notre usine et une grande difficulté à recruter, à trouver des gens, à mettre sur nos machines. Et donc, on s'est finalement assez vite rendu compte que la solution, comme souvent, elle était en nous. Et que plutôt que d'essayer d'aller chercher des candidats, de les fidéliser à un moment post-pandémie qui était pas forcément évident avec des moyens classiques, les fidéliser avec des moyens classiques, on s'est dit que finalement, ce qui nous intéressait, c'était de trouver des gens qui étaient intéressés par notre projet d'entreprise, qui avaient envie de nous rejoindre, peu importe finalement leur savoir-faire technique. Donc plus basé en recrutement sur les aptitudes que sur les compétences. Absolument. Et du coup, une ouverture aussi sur l'inclusion des publics éloignés de l'emploi. Ouais. Alors ça, c'est effectivement un autre volet pour élargir finalement le pan, le champ des possibles et le champ des candidats qui sont susceptibles de venir chez nous. On se rend compte qu'en effet, une entreprise comme la nôtre, qui n'est pas une entreprise, une marque très connue, mais pour autant à Montpellier, comme vous l'avez dit, ça fait 25 ans qu'on existe. On n'est pas forcément connu partout dans un certain nombre de quartiers. Et on a donc commencé à nouer des partenariats avec des associations qui travaillent avec les jeunes. Comme Facero, l'association Télémac, etc. L'association Télémac, effectivement, qui développe un programme très très intéressant de parrainage en fait de jeunes collégiens
les collaborateurs d'Exaprint peuvent suivre pendant toute la durée en fait, de leur parcours depuis la 5e jusqu'au bac. Donc c'est un engagement qui est assez fort, mais qui est absolument passionnant à vivre. Autre point, excusez-moi, je vous presse un petit peu, mais c'est vrai qu'on court après le temps, mais il y a un point aussi particulier en dehors de cette partie inclusion, c'est que vous commencez à réfléchir, quand on parle à l'organisation du temps de travail, vous commencez à réfléchir, en tout cas vous étudiez la semaine de 4 jours. Oui, alors ça c'est effectivement un élément qui nous interpelle. On parlait je crois que ce qui est clair pour nous, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus à l'écoute en fait de ce que demandent nos salariés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller systématiquement dans leur sens, mais pour autant, il y a des demandes qui se font jour. À un moment donné, il faut réfléchir en termes d'efficacité, de fidélisation, et à partir de là, voir toutes les solutions techniques qui sont possibles de mettre en œuvre. Alors, chez ISIA, la politique RSE, elle s'est inscrite autour de 2 axes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place ? Oui, alors 2 axes en interne. À la fois, il y a la question du sens, de la gouvernance participative. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour donner juste un chiffre au niveau des développeurs, il y a à peu près un léger déséquilibre entre l'offre et la demande, il manquerait 80 000 développeurs. Donc il y a vraiment la question du recrutement, de l'attractivité est une vraie question. Et ensuite, la question du parcours collaborateur, toute son expérience, son évolution. Donc, on est challengé sur la question de la finalité, d'autant plus par les nouvelles générations qui, elles, sont rassurées par les choix, le positionnement pris, la labellisation et toute cette démarche concrète où ils arrivent à faire le lien entre la promesse, ce qu'ils voient avant de rejoindre l'entreprise et puis leur quotidien. Et on a aussi beaucoup misé sur la question de la santé, puisque quand on est sur des métiers du numérique, les personnes sont souvent en posture assise, sédentaire, elles passent beaucoup d'heures dans leur journée assises. Et on sait qu'aujourd'hui, ça a des impacts considérables sur la santé des personnes. Donc, on a essayé de mettre en place un programme qui s'appelle ISIA Move et qui a pour vocation à permettre aux personnes de bouger. Donc, ça va de l'hygiène de vie face à son poste de travail jusqu'à des séances de sport proposées par l'entreprise. Et tout ça, c'est porté par un Happiness Committee. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus parler. Vous l'avez créé en 2015, ce Happiness Committee. Vous étiez précurseur à l'époque. Tout à fait. Et de quoi s'agit-il en fait ? C'est une veille sur l'amélioration des conditions de travail ? On peut résumer comme ça ? On peut le résumer. En fait, il y a souvent des personnes responsables de la qualité de vie au travail au sein des entreprises. Et nous, le choix qu'on a fait, c'est plutôt de créer une première instance collaborative qui réunissait des personnes qui venaient de différents métiers dans l'entreprise, de différents sites, puisqu'on est présent sur 4 villes en France, Paris, Nantes, Lyon et Montpellier. Et en fait, ces personnes vont travailler ensemble, certes, sur les questions de la qualité de vie au travail, mais vont essayer d'être aussi en avance de phase sur des innovations sur ce sujet. Et je rappelle que vous avez mis en place une coprésidence. Exactement. Homme-femme. Exactement. Donc là, l'idée aussi, c'est d'investir beaucoup sur le collectif. Et on sent que c'est une des forces au sein du groupe ISIA. Les personnes sont très attachées au collectif et l'ambiance au travail est aussi un sujet qu'on cultive. Bon, dernier thème qu'on va aborder, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors, on en parle beaucoup de cette intelligence artificielle, mais où en êtes-vous, vous, dans les entreprises ? Certes, l'intelligence artificielle va apporter des changements à toutes les fonctions commerciales, les secteurs d'activité, tous confondus, mais pour l'instant, c'est vrai qu'outre-Atlantique, les usages de l'IA sont bien plus répandus que ce qu'ils sont sur le vieux continent. Question culturelle, peut-être. Aujourd'hui, à peine un tiers des entreprises françaises utilisent ou créent de l'IA. Et vous, avez-vous commencé à vous y intéresser, Emmanuel Riu, chez DINEF ? Alors, nous y intéresser, oui, bien évidemment, puisque la question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir si on y va, mais comment on va faire pour y aller. Donc, on a quand même depuis quelques années certains outils qui utilisent de l'intelligence artificielle, ou en tout cas d'aide à la décision. On en parlait
juste avant, c'est pour nous des outils de numérisation des factures, reconnaissance des factures, enregistrement automatique dans nos systèmes et un circuit de validation automatisé derrière. Ce sont des outils aussi qui monitorent les prix de nos concurrents sur Internet et qui proposent à nos services des positionnements en prix sur le marché pour c'est un petit peu de microéconomie, mais regarder l'élasticité au prix entre ce qu'on va proposer et l'attraction de nos prix pour nos clients. Mais au-delà de ça, on est quand même assez peu investi sur le sujet. On sait que nous avons des collaborateurs qui utilisent notamment ChatGPT aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous interpelle un petit peu parce qu'on souhaiterait mettre un cadre à cette utilisation. On ne sait pas trop finalement, quand vous mettez un rapport à traduire dans ces outils-là qui détiennent les données de l'entreprise, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc on va vous en faire une traduction en anglais ou un résumé, peu importe. Mais que deviennent nos informations derrière? On voudrait un petit peu connaître un petit peu mieux tout ça et cadrer l'usage pour nos salariés de ces outils-là. Donc, Chez Exaprint, vous avez lancé un diagnostic un peu générique de justement l'impact de l'IA sur le comportement des clients, c'est ça? Oui, c'est ça. Je crois que, aujourd'hui, il y a beaucoup de buzz autour de l'IA. Je pense que le mot d'ordre, c'est comprendre. C'est comment ces nouveaux outils vont impacter à la fois le comportement de nos clients, mais aussi nos process en interne. Donc effectivement, on a fait appel à une société spécialisée pour regarder notre activité et nous dire, tel élément de votre process, sur tel élément de votre proposition de valeur, vous risquez d'être impacté par telle ou telle possibilité offerte désormais par l'IA. Et ensuite, à nous de réfléchir au projet, aux éléments qui nous paraissent les plus pertinents pour derrière investir dans des projets de R&D qui nécessairement nous amèneront à utiliser l'IA demain beaucoup plus qu'aujourd'hui. Même niveau d'intégration de l'IA pour l'instant chez Axis, une veille? Oui, c'est une veille parce qu'on est encore dans la transformation du digital avec des investissements encore importants. Tous les défis qui ont été annoncés précédemment prennent aussi beaucoup de temps et je remarque que nous sommes tous au même niveau des défis. Changement de RP, donc on attend un IA déjà dans la supply chain qui va nous donner un bénéfice aux équipes pour des choix stratégiques pour nos clients. Et puis oui, une veille sera importante pour certains métiers, je pense, où en effet ça pourra être intégré, mais ça sera de futurs investissements dans les listes de tous les investissements présents. Alors assez rapidement, Pacific Pêche, on se dit que là aussi ça peut aider sur des fonctions administratives à faire progresser l'IA, à regagner un peu cette productivité que Exactement. vous essayez de gagner au niveau des coûts. Oui, on a 30 000 références qu'on met en ligne et on voudrait étendre ce choix, notamment sur la partie digitale. Donc bien sûr que l'IA peut aider. On regarde avec notre partenaire pour avoir un outil d'IA de conception de fiches produits qui est capable de faire des textes dans le ton de la marque. Bon, vous êtes au cœur du sujet, je suppose, dans le numérique. Aïsia, votre engagement sur le numérique responsable vous mène forcément à vous interroger sur cette IA. Alors, vous allez nous en dire un mot, mais je voudrais qu'on ait une minute pour expliquer aussi cette société, cette petite start-up que vous avez créée et qui, elle, travaille sur l'IA. Ok, du coup, si on aborde les deux, je vais faire synthétique. Côté groupe ISIA, c'est inévitable. Quand on se pose la question d'un numérique plus responsable, quid de l'IA, qui est déjà très avancée. Quand on entend parler de ChatGPT, on sait que c'est la partie émergée de l'iceberg finalement, et donc il y a beaucoup de choses à encadrer de ce côté-là, et on va beaucoup aller regarder les questions d'éthique. Voilà, c'est vraiment le sujet, et pour cela on participe à des groupes de réflexion au sein de l'Institut du numérique responsable, voilà, qui est un think and tank qui réfléchit à toutes ces questions d'impact du numérique. Et puis il y a Calia Pro. Alors Calia Pro, c'est une société que vous avez voulu différente d'ISIA justement. Tout à fait. En fait, Calia Pro, c'est à la base, c'était la question de mettre le numérique au service ce qu'on appelle l'IT for good, donc de quelque chose de positif, à savoir la santé des personnes. Donc là, on reconnecte aussi IT et santé, sauf que ça a pris vraiment, le versant santé a pris beaucoup de place, donc on a préféré créer une start-up, mais cette start-up repose sur un moteur d'IA qui a été là pour le coup conçu par nos équipes et qui permet de gagner un temps considérable par rapport à des interventions qui aujourd'hui nécessitent beaucoup d'heures de travail de chercheurs, de médecins, pour pouvoir évaluer
l'efficacité prouvée des interventions non médicamenteuses, voilà, et leur interaction. On est sur le non médicamenteux et on est sur une méta-analyse en fait de... On est sur la santé intégrative, vraiment on est sur le non médicamenteux dans le parcours santé et non pas alternatif, c'est important, je le dis. Et donc comment la science peut venir éclairer tout ça et donner cette information, la rendre la plus accessible au plus grand nombre. Donc, alors, voilà. Merci, je suis désolée, c'est vrai que ça va très vite, 1 heure, et puis je voudrais voir si on a des questions de ceux qui nous ont suivis en live streaming, donc on va peut-être avoir quelques-unes de ces questions qui s'affichent pour nous. Est-ce qu'on a des questions? On va lancer les questions. Alors, en attendant de revenir sur ces questions, on va peut-être... il y en a une, là, ça concerne cette inflation qui est persistante, les politiques monétaires qui sont très strictes, le contexte géopolitique mouvementé. En fait, cette ambiance générale, qu'est-ce qu'elle donne comme impulsion pour 2024 quand même? On est positif? On est pessimiste? Comment on part quand on est chef d'entreprise? Je pense, on sort de notre pool bancaire avec nos partenaires bancaires et voilà, tous les challenges que vous avez aujourd'hui nommés sont des réalités. Donc on demande, nous les entreprises, d'être innovants, de prendre toutes ces questions de fond avec importance. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'aide et de support plus structurel, plus haut. Et ça serait bien qu'ils soient aussi agiles pour donner certaines solutions, je pense, importantes à nos entreprises. Optimiste ? Moi, oui, je suis optimiste et je pense qu'un chef d'entreprise, s'il n'est pas optimiste, je vois l'assentiment de tout le monde. Mais je rejoins. C'est vrai que le contexte, il est perturbé, mais moi, je vois des signes positifs, comme je l'ai dit, sur la partie achat, sur la partie marge. Après, effectivement, le financement de nos investissements, il est aujourd'hui problématique parce que les taux d'intérêt sont importants, parce que les banques, elles sont un peu frileuse, donc c'est à nous mais moi quand on voit aussi les États-Unis, la croissance aux États-Unis, il n'y a pas de raison que l'Europe marche pas aussi bien. C'est vraiment pour moi une question de mindset, c'est-à-dire que eux y croient beaucoup plus que nous. Donc je pense que c'est à nous d'y croire. Il faut que tous les acteurs économiques y croient aussi et qu'il y a moyen de faire de la croissance. Il y a plein de choses à faire dans l'investissement, dans les nouvelles technos en Europe, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une belle année 2024. Quelqu'un d'autre peut réagir? Même point de vue. Oui. L'optimisme, effectivement, il est de rigueur. Maintenant, je crois quand même qu'il faut qu'on se dise qu'on est rentré depuis maintenant plusieurs années dans une période d'incertitude. Moi, je suis très très frappé. Chez nous, c'est la période des budgets, on est en année décalée. On avait l'habitude de faire nos budgets avec une visibilité qui était une récurrence en fait de notre activité qui était assez forte. Depuis 3 ans, c'est plus du tout le cas. Donc ça nous force à être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Et ça rejoint derrière pas mal d'enjeux dont on a parlé. Je pense notamment à l'aspect RH. Je pense que c'est fini le temps où les dirigeants dans leur tour d'ivoire pouvaient planifier facilement les années qui viennent. Je crois que vraiment il faut maintenant rester très 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 à l'écoute et surtout donner à nos salariés la possibilité de réagir quand c'est nécessaire. C'est le plus gros des problèmes pour moi, je pense, aujourd'hui et dans le futur, d'arriver à trouver des solutions RH qui permettent à l'entreprise d'être performante. Oui, mais écoutez, de mon côté, la même chose. Je crois que l'optimisme, il doit être là parce que sinon, qui va impulser dans l'entreprise la bonne dynamique? Et, je pense aussi qu'il y a une certaine transparence quant à la santé financière de nos entreprises que nous devons à nos salariés pour à la fois ne pas les affoler ou ne pas les inquiéter et leur donner des vraies perspectives. Et chez D9, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir aussi une transparence sur notre stratégie pour les éclairer sur les décisions que l'on va prendre et qu'elles soient bien comprises de tous. Je crois que ça aussi, c'est important. Parce que des fois on peut prendre des décisions plus difficiles, mais il faut que les gens puissent les comprendre dans un environnement global, quoi. Donc ça c'est aussi important.
Stéphanie Norev, je reviens vers vous pour conclure cette émission. Vous êtes spécialisée, on l'a dit, dans le droit social. Je voudrais que vous faire réagir en particulier sur tout ce qu'on a dit, mais bien sûr sur la transformation des ressources humaines et qui est un des grands enjeux, ça vient d'être rappelé, pour les entreprises. Je crois que ce qui ressort vraiment de vos échanges, c'est qu'il n'y a pas un modèle type de transformation, que ce soit RH ou autre chose. En réalité, vous avancez chacun selon vos rythmes, selon l'environnement. Par contre, le constat que je peux faire, c'est que vous avez tous les mêmes défis face à vous, et quel que soit le type d'activité. Et notamment dans ces défis, c'est de faire travailler ce problème d'intergénération avec effectivement des aspirations différentes, que ça soit sur la quête de sens, un élément dont on entend beaucoup parler, que ça soit sur également le rapport au travail, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Tous ces enjeux-là, c'est votre quotidien. L'autre enjeu aussi qui me paraît important, qui ressort de vos discussions, c'est l'obligation de faire évoluer les organisations de travail. Vous avez parlé de flexibilité des horaires, on n'a pas parlé, mais on aurait pu aussi envisager la flexibilité aussi du lieu de travail, le télétravail. On va également avoir, je pense, un phénomène très important, c'est aussi le changement total du mode de management. C'est-à-dire qu'on est passé d'un management qui était vertical à aujourd'hui un management qui est collaboratif. Aujourd'hui, un bon manager, c'est quelqu'un qui a un leadership fort, c'est quelqu'un qui embarque les équipes, qui impulse une politique, et c'est plus du tout quelqu'un qui donne des directives précises. Et c'est pas ce qu'on attend de lui d'ailleurs. Il y a également aussi un véritable enjeu pour vous sur les compétences, puisqu'en fait, vous avez parlé d'aptitude plutôt que de compétences. Il va y avoir un besoin de formation différent. On a parlé de l'arrivée de l'IA, qui va permettre d'automatiser certaines tâches, mais qui, à l'inverse, va obliger à avoir plus de valeur ajoutée. Et je pense que nos modèles de formation, que ce soit en entreprise ou même à l'école, devront être complètement revus également. Questionnés là-dessus. Un autre thème, c'est en matière de développement durable, parce que vos équipes travaillent beaucoup là-dessus et vous êtes beaucoup sollicités par les entreprises. Aujourd'hui, on a des équipes de plus de 200 personnes sur la France, et plus de 1000 dans le monde, qui travaillent uniquement sur l'accompagnement du développement durable, que ça soit à la fois sur la stratégie, en fait, l'accompagnement du chef d'entreprise dans la stratégie à mettre en œuvre, mais également sur toute la partie accompagnement sur le reporting, avec effectivement les nouvelles normes actuelles que vous devez gérer. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à tous les 5 d'être venus participer à nos échanges pour cette émission Parole de Patron, émission annuelle organisée par la Lettre M en partenariat avec Deloitte. Merci beaucoup au cabinet Deloitte, partenaire de ces débats. Pour continuer à suivre, bien sûr, l'actualité de la Lettre M, ne manquez aucune de nos publications, que ce soit l'hebdomadaire, les magazines, et puis bien sûr, le Leader 2024, c'est la fin de l'année, ils vont sortir. Bien sûr, c'est offert à tous ceux qui sont abonnés, et pour les autres, vous pouvez venir bien sûr les acheter sur site. Les Leaders de l'année 2024, c'est presque le dernier, il arrive dans quelques jours à peine. On vous remercie, on vous donne très rapidement rendez-vous pour d'autres aventures, petit déjeuner et autres de la Lettre M.